Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Les grands débats. Radio de la paix. Bonjour à tous. Le 12 août marque la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. En lien avec cette date, Radio de la paix et l'ambassade des États-Unis ont décidé de donner la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment sur le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour débattre de cette question, nous recevons Magloire Ndéhi, passe-présidente du Centre d'éducation pour une société durable, et Arsène Kona, coordonnateur des programmes à l'ONG Indigo Côte d'Ivoire. À ce micro, je suis Ben Diakité. Bonjour messieurs. Bonjour Ben. Bonjour Ben. Merci d'avoir effectué le déplacement ici même à Sobroko, au siège de Radio de la Paix, pour participer à cette émission débat sur la vision des jeunes sur le processus de réconciliation nationale. Messieurs, la Côte d'Ivoire a connu ces dernières années des crises. En 2010, on va dire la crise post-électorale qui a secoué le pays. Également en 2020, une autre crise électorale qui a secoué le pays. Quel est votre regard sur ces crises répétées ces dernières années en Côte d'Ivoire? On va commencer avec vous, Magloire Ndéhi. Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes crises qu'a connues le pays? Merci beaucoup. Parce que les crises que la Côte d'Ivoire connaît, ça fait plus de 30 ans, depuis les années 90. J'allais dire ces crises sont liées notamment depuis l'introduction du multipartisme. Peut-être ça voudrait dire que nous n'avons pas bien compris les enjeux de ce que c'est que la démocratie dans le sens du multipartisme, puisque toutes les contradictions se sont exprimées là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de vivre les crises. C'est-à-dire qu'il nous faudra regarder au plus profond de nous-mêmes, au-delà donc de la question de la démocratie. Comme le rapport de la CDVL l'a dit, on va regarder à l'intérieur qu'il y a des causes que très souvent on ne regarde pas de plus près, qu'il va falloir analyser en profondeur pour voir que certainement ce n'est pas la méconnaissance ou notre inculture de la démocratie, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'il va falloir analyser pour bien comprendre la crise que la Côte d'Ivoire connaît depuis 30 ans. Arsène Kona, vous aussi, vous êtes acteur de la société civile. Vous avez, vous aussi, assisté, vu, contribué à pouvoir apaiser des crises en Côte d'Ivoire. Quel est votre regard sur ces crises qui interviennent, comme l'a dit tantôt Magloire, depuis 90? On a eu le coup d'État de 99, on a eu la rébellion de 2002, on a eu la crise post-électorale de 2010. 2020, il y a eu une crise électorale également. Quel est votre regard sur la survenue de ces crises? Alors, merci déjà pour l'opportunité que vous nous offrez. Il faut dire que si on veut réellement regarder la socio-histoire de la Côte d'Ivoire, on va aller un peu plus loin dans l'historique des crises qu'a connu la Côte d'Ivoire. Seulement, il faut dire que globalement, la Côte d'Ivoire, en tant que jeune État, en tant que jeune nation, est dans un processus de maturation qui, il va sans dire, aura des hauts et des bas. Et donc, pour nous, tous ces soubresauts que la Côte d'Ivoire connaît en tant que pays, en tant qu'État, font partie de l'évolution de notre société. Après, le tout n'est pas de s'apitoyer sur, on va dire, ces crises que nous connaissons, mais c'est de pouvoir tirer les conséquences, les leçons de ces différentes étapes donc de maturation de notre pays, de notre nation, et pouvoir devenir fort. Et donc, c'est ce regard que nous portons. C'est vrai, il y a au cœur de tout cela les questions de démocratie, les questions politiques ou d'autres questions, on va dire, sociétales, mais il faut pouvoir regarder cela sous l'angle, en tout cas, de l'évolution, de la maturation d'une jeune nation qui cherche encore ses marques, qui cherche encore ses repères, mais qui, si les acteurs de premier rang et même les acteurs communautaires savent tirer profit donc de ces conflits-là, pourra rebondir et repartir de plus belle. Alors, si je vous comprends bien, Arsène Kona, vous dites c'est dans l'ordre normal de l'évolution d'une société qu'il y ait des crises et qu'on tire ensemble les conséquences. Mais lorsque ces crises sont répétées, comme je sais, depuis 90, 93, 95, 2000, 2002, 2010, 2020, mais ça fait beaucoup. Est-ce que la Côte d'Ivoire a suffisamment les ressorts pour pouvoir tenir? Oui, il faut regarder déjà que depuis toutes ces crises-là, les Ivoiriens arrivent à un moment donné à se retrouver d'une manière ou d'une autre
l'actualité récente, déjà le 27 juillet dernier, voilà, 2 acteurs assez importants de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire ont su se retrouver après tout ce que nous savons comme passif qui les mettait en scène. C'est dire que si au sommet, les gens arrivent à avoir parfois cette hauteur d'esprit et se retrouver, au sein des communautés, il y a aussi ces ressorts qui sont là, qui font que les communautés se retrouvent toujours. Allez sillonner les régions, vous savez qu'en dehors des pics de violence ou de conflits, les communautés vivent ensemble, les communautés sont ensemble. Tout ce qui se passe nous émeut parce que nous sommes contemporains de ces faits. Mais quand on étudie l'histoire, on va dire, des grandes nations, mais ce sont des nations qui ont connu aussi parfois pire que ce que nous connaissons. Mais aujourd'hui, ça fait partie de leur histoire. Mais ceux qui ont vécu à cette époque dans ces nations, on va par exemple parler en France de la Révolution française, ceux qui ont vécu cette époque-là, ce n'était pas vraiment de gaieté de cœur. Et donc nous, on a peut-être la chance ou la malchance de vivre cette époque où la Côte d'Ivoire connaît cette étape douloureuse de sa maturation. Bien sûr, en tant que des humains, on a quand même de l'émotion. Après, il faut pouvoir être suffisamment objectif, il faut suffisamment avoir de la hauteur d'esprit pour regarder cela de façon zen et de pouvoir tirer, on va dire, les leçons, pouvoir regarder ce qui peut nous servir et puis, aller de l'avant. Magloire Ndéhi, vous êtes anciennement président du Centre d'éducation pour une société durable. Alors, est-ce que les Ivoiriens, les politiques dans leur ensemble, ont-ils suffisamment tiré les leçons des précédentes crises pour ne pas qu'elles puissent se répéter éternellement? Alors, tout à l'heure, je parlais des causes fondamentales de la crise que la Côte d'Ivoire connaît. Et je pense que, à mon sens, c'est l'une des plus graves erreurs que nous commettons depuis des années, c'est de penser que la crise que la Côte d'Ivoire vit est essentiellement une crise politique. Les crises politiques ne sont que les symptômes, ne sont que les apparitions de réelles causes profondes que jusque-là n'ont pas réussi à traiter. C'est pourquoi, depuis quelques années, je me force de diffuser cette information du rapport de la CDVR. Nous avons fait plusieurs publications sur ces questions. Quand on regarde la situation de la Côte d'Ivoire, la Commission de dialogue, vérité et réconciliation a analysé au plus profond les crises que la Côte d'Ivoire vit. Je pourrais citer comme l'une des raisons des difficultés que nous connaissons depuis des années l'absence de culture de retenue. Ce n'est pas seulement les hommes politiques, c'est toute la Côte d'Ivoire qui n'a plus de frein, qui n'est plus tolérante. C'est toute la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui vit, comme le rapport le dit, aujourd'hui tout le monde est pressé de s'enrichir, pressé d'avoir des choses ici et maintenant. Il y a des ressorts qui étaient hier le socle de notre stabilité, comme la fraternité, que nous avons perdu. Et après, il y a toutes les instrumentalisations politiques qui peuvent venir après, qui vont envenimer la situation. Donc, il va falloir qu'on analyse de plus profond les crises que nous vivons et aller chercher les ressorts pour les résoudre. L'une des choses qu'on doit regarder, c'est comment on réussit à recréer cette culture de retenue. Cette culture de respect des règles, de respect de la loi, de respect des principes qui fondent notre société. Nous ne l'avons plus. Et ce n'est pas seulement les hommes politiques. Si vous prenez dans les communautés aujourd'hui, regardez par exemple les terres, la question du foncier. Personne ne respecte les règles, même les règles traditionnelles de gestion des terres. Tout le monde les bafoue. Et après, ça crée des tensions au sein de la communauté. Et là, quand une action politique devient juste un prétexte de ranimer ces flammes-là, parce qu'on a créé la méfiance, on a créé la discorde au sein des populations. Donc, il y a des raisons profondes que nous devons pouvoir regarder derrière. Quand nous regardons les sociétés occidentales, pourquoi les crises politiques n'ont pas l'effet que nous avons ici aujourd'hui? Parce que le socle social est établi, l'état de droit est établi, les règles de bonne gouvernance sont établies, chacun est dans son rôle. Les médias jouent clairement leur rôle, la société civile joue son rôle, les citoyens sont dans une certaine disposition d'esprit, de sorte que les crises ne peuvent pas entraîner la violence que nous connaissons aujourd'hui. Arsène Konan a su la même préoccupation. Oui, je pense que Magloire a si bien fait de dire que la crise que connaît la Côte d'Ivoire depuis ces décennies n'est pas que politique. En réalité, la politique vient donc surfer sur un terreau qui est déjà fertile. Et donc, vous conviendrez avec nous qu'au sein de nos communautés, il y a des valeurs, on va dire, culturelles, des valeurs de société qui se sont effritées depuis bien longtemps et qui font qu'au sein des communautés, il y a des passifs qui ont été non soldés. Dans toutes les régions que, par exemple, nous sillonnons dans le cadre d'un projet que nous menons avec l'USAID, toutes les localités sont confrontées à des problèmes, on va dire, de coexistence entre communautés, des problèmes culturels.
Et donc, après, l'élément politique vient donc profiter donc de ce terrain fertile-là pour juste faire du marketing politique. Et en fait, les espaces politiques ou les périodes de forte tension ou de forte compétition politique sont juste un prétexte pour en découdre avec l'autre communauté ou l'autre groupe de personnes avec qui on a des divergences depuis. Donc, il y a toutes ces questions du règlement des conflits de cohabitation entre communautés. Et aujourd'hui, on ne prend pas la peine véritablement de liquider tous les passifs qui opposent des groupes de personnes. On fait, on va dire, de la résolution de conflits cosmétiques ou événementiels sans aller au fond des choses. Et quand il y a une opportunité, quand il y a une simple étincelle, tout s'embrase. Donc, quand vous regardez, c'est quoi? C'est des conflits de coexistence entre communautés, c'est des conflits autour du foncier rural, c'est des conflits d'occupation des espaces, on va dire, économiques. Et c'est juste ça. Et puis, à côté de cela, il y a aussi que Magloire a parlé de l'absence de culture de retenue. Oui, aujourd'hui, tout le monde se permet de faire ce qu'il veut, comme il veut, même porter atteinte à la vie d'autrui sans aucune forme de retenue. C'est clair aussi qu'il y a forcément des ressentiments qui naissent quand on a ôté la vie à un membre d'une communauté, et cette communauté attendra peut-être l'opportunité aussi de passer à l'acte pour se venger. Donc, voici quelques éléments qui expliquent pourquoi est-ce qu'une simple étincelle dans le domaine politique embrase aussi rapidement toute la Côte d'Ivoire. Magloire, quel a été le rôle joué par les jeunes dans ces différentes crises qu'a connues le pays? Étaient-ils spectateurs ou acteurs? Alors, les jeunes ont été à la fois des acteurs de la crise, mais ont été aussi les victimes de la crise. Acteurs, pourquoi? Parce que depuis les années 90, les jeunes jouent un rôle important donc dans le jeu politique, au sein des partis politiques, au sein des organisations de la société civile, dans les mouvements syndicaux. Et tous ces espaces ont été bien souvent des espaces d'expression des jeunes, mais qui étant le reflet de la société ivoirienne, on venait de le dire, la société depuis des années fait absolument preuve de non-retenue. Donc les jeunes, étant les plus nombreux, ont participé à la violence par leur façon de parler, par leur façon de mener les actions politiques, par leur façon de juger les choses au sein de la communauté. Donc on ne peut pas occulter le rôle de violence que les jeunes ont joué, mais en même temps, à côté de ces actions de violence que certains jeunes ont pu commettre, on voit qu'il y a des actions que les jeunes mènent justement pour apaiser les situations. Si vous regardez bien la scène politique au sens large, au sens très large, vous allez voir que la plupart des organisations sont animées aujourd'hui par des jeunes, donc depuis des années, animées par des jeunes qui sont sur le terrain, qui mènent des actions de sensibilisation, d'éducation. Donc en même temps, ils ont eu le rôle d'acteurs de violence, mais aussi certains parmi eux jouent ce rôle-là de pacification, de formation, d'éducation. Et je l'ai dit, ils sont aussi victimes de toutes ces violences, de toute la société. Arsène Kona, quel rôle les jeunes ont joué dans ces différentes crises qu'a connues le pays? Écoutez, vous êtes avec nous en Côte d'Ivoire, vous savez que les jeunes n'ont pas vraiment bonne presse quand il s'agit d'un rôle à jouer ou le rôle qu'ils ont joué dans les différentes crises en Côte d'Ivoire. Mais si on veut regarder de près, les jeunes n'ont été que victimes de toutes ces crises. Parce que les jeunes ne sont pas forcément instigateurs de ces crises-là. Parfois, comme on l'a dit, sur ce plateau, ils sont le reflet de la société ivoirienne. Donc déjà, en tant que jeunes, ils sont donc victimes de cette société qui n'arrive pas à leur donner les codes nécessaires pour leur adaptation, pour qu'ils jouent un rôle plus positif dans la société. Donc à ce niveau, ils sont déjà victimes de notre société de façon globale. Après, on sait qu'ils sont instrumentalisés ça et là pour servir à des desseins, on va dire, politiques ou autres. Et là encore, ils sont victimes parce que ils sont objets de manipulation de toutes sortes. Après, c'est clair que quand le climat socio-politique est de façon globale dans un pays est délétère, il va sans dire que il y a très peu de perspectives. Et quand il y a très peu de perspectives socio-économiques, notamment dans un pays, ce sont les jeunes encore qui sont les victimes parce que qui ont tout à prouver dans leur vie. Donc, ce sera quoi? Le manque d'emploi et tout ce qu'il y a comme précarité socio-économique au niveau de la jeunesse. Mais même là
encore, ils sont victimes parce que quand ils sont manipulés ou ils passent à l'acte pour s'en servir une cause politique, après, quand il y a le retour du bâton, notamment au niveau de la justice, les poursuites et autres, c'est encore les jeunes qui sont incarcérés. Donc, les jeunes sont victimes à plusieurs niveaux. Après, il faut être jeune, c'est pas être naïf, il faut être suffisamment lucide pour comprendre que dans toute cette grisaille-là, le jeune doit tirer son épingle du jeu et donc chercher plutôt à jouer un rôle positif. Heureusement que des jeunes ont déjà pris leur bâton de pèlerin et jouent des rôles positifs dans différentes organisations ou dans leur communauté. Mais il faut que la masse, donc le gros nombre de jeunes, puisse comprendre et s'engager résolument dans ce rôle positif. Bien que les jeunes soient des victimes, mais ils peuvent aussi sortir de là. Parce qu'il ne faut pas aussi rester dans l'auto-victimisation éternelle. Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à recoudre le tissu social? Magloire. Je pense que tout commence donc par soi les fondamentaux. Moi, les fondamentaux partent de la formation et de l'éducation. Quelqu'un disait, nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. On n'agit que sur la base de ce qu'on sait. Si les jeunes ne savent pas l'impact ou la limite de leur action au sens du droit, chacun peut se permettre ce qu'il veut. Et puis après, les conséquences sont là. Donc moi, il faut éduquer la population. Il faut éduquer les jeunes. Il faut former les jeunes. Et là, je prends l'exemple que je connais un peu mieux, l'exemple allemand. On sait tous que l'Allemagne a connu des situations très difficiles et a fait connaître à l'humanité des situations graves, notamment la Seconde Guerre mondiale. Même la première. Voilà. Quand l'Allemagne sort des guerres, toute l'humanité sort des guerres, il y avait deux options, le qui et le pourquoi. Qui sont les victimes? Qui sont les acteurs? Qui sont les coupables? On peut rechercher en un point fini les responsables et les victimes. La deuxième question, c'est le pourquoi. Mais si vous regardez bien l'histoire de l'Allemagne, c'est sur le pourquoi qu'ils vont mettre l'accent. Pourquoi il y a eu la crise? Pourquoi les Allemands ont été instrumentalisés? Pourquoi les Allemands ont été des acteurs de violence? Il ressort que, dans l'analyse, ce qui manquait à la société allemande, c'est la culture politique. Aucune société ne peut se développer sans une population qui est consciente de la gestion des affaires publiques. Parce que la politique, c'est ça. La gestion des affaires publiques. Est-ce que le patrimoine public, est-ce que ce qui nous appartient en tous et en commun peut être la propriété d'un groupe? Est-ce que certains peuvent se permettre d'en faire ce qu'ils veulent? C'est de là viennent les crises. Donc les Allemands disent, si nous voulons sortir à jamais de la violence, il faut éduquer les gens à la gestion des affaires publiques, à la politique. C'est comme ça qu'ils vont développer deux instruments. Les centres d'éducation civique qui existent aujourd'hui, l'Agence fédérale d'éducation civique et politique, qui existent dans toutes les laines, donc les régions, les 16 États fédérés, qui ont pour mission d'éduquer les Allemands à la politique. Ça ne va pas de soi. La politique, ça ne va pas de soi. On n'apprend pas à la maison. La gestion des affaires publiques, ça doit s'apprendre. Deuxième instrument qu'ils vont mettre en place, ce sont les fondations politiques. Les fondations pour mission de former les acteurs politiques au sens peut-être restreint. Donc les acteurs de la société civile, les militants des partis politiques, donc les cadres. Parce que vous prenez un président d'un parti politique qui ne sait pas ce que c'est que l'État. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Il n'est pas conscient de ce que c'est que la République. La République a ses exigences. Mais ça, il faut apprendre. Ça ne va pas de soi. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui et les jeunes en ont besoin justement pour bien comprendre. Pour moi, c'est la seule voie d'issue qui nous reste, c'est la formation de l'éducation civique et politique. Arsène Konan, sur la même préoccupation. Bon, déjà, il faut dire que dans cette grisaille-là, il y a quand même des jeunes qui ont des initiatives en faveur de la paix et la sécurité dans notre pays. Et donc, il faut déjà promouvoir davantage ce que ces jeunes-là font. Et je suis d'avis avec Magloire qu'il faut quand même capaciter davantage ces jeunes-là pour pouvoir monter en puissance et faire de meilleures choses. Après, il faut pouvoir aussi inculquer donc cette culture de la paix, de la politique, du civique à tous les citoyens. Et ça doit partir depuis la base, depuis même l'école primaire. Parce que, oui, aujourd'hui, la politique est l'élément qui déclenche toutes les crises en Côte d'Ivoire. Mais c'est ahurissant de savoir que même dans ces grandes chapelles politiques, les gens n'ont pas la culture politique qu'ils devaient avoir. Même les personnes qui ont atteint un certain niveau dans la hiérarchie, quand vous échangez avec eux, vous êtes quand même surpris de savoir que leur barrage politique ou de connaissances politiques est aussi faible. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à la politique, démarchent les acteurs politiques parce qu'ils pensent qu'il n'y a que par la politique qu'ils peuvent se réaliser économiquement, professionnellement. Et donc, c'est parce qu'ils ne savent pas que la politique, d'abord, c'est de servir la société et non se faire. Et c'est le langage qui est tenu dans la plupart des partis politiques. C'est vrai, sur les scènes, de façon officielle, ce n'est pas tenu, mais de façon globale, on a tous des amis qui militent dans
des partis politiques en Côte d'Ivoire. Quand vous échangez avec eux, c'est clair que voilà, chacun parle en termes de positionnement de soi, pas en termes de projet ou programme pour le pays. Donc, il faut pouvoir travailler véritablement donc, à valoriser ceux qui font déjà de bonnes choses, les aider à améliorer leurs capacités et essayer de former la masse. Aujourd'hui, on voit ça et là des initiatives au sein des partis politiques en ce qui concerne les écoles de partis. Ce sont de bonnes initiatives. Après, il faut être plus audacieux que cela parce qu'on a l'impression que c'est fait juste pour cocher des cases. On a une école du parti, on a un institut de formation politique. Mais après, est-ce qu'il y a des résultats probants? Est-ce qu'on est aussi ambitieux? Parce que, voilà, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aucun parti politique ne peut revendiquer, en tout cas, je ne sais pas, 1 million d'adhérents. Peut-être 1 million, même, c'est beaucoup. Mais en réalité, tous les Ivoiriens se considèrent comme des acteurs politiques. On est presque tous des sympathisants des bords politiques. Peut-être qu'il faut faire aussi de l'éducation de masse. Parce que ce n'est pas l'éducation politique partisane, mais l'éducation politique au sens neutre du terme, pour que l'Ivoirien lambda sache ce que c'est que la politique, ce que c'est qu'un engagement politique, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Globalement, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup. Nous allons aborder le deuxième temps de notre émission. Il s'agit des jeunes et de la politique. Nous allons parler de la place des jeunes dans la politique. On voit que depuis quelque temps, les jeunes s'accrochent à un concept qui est le concept de renouvellement de génération. Quelle réalité renferme ce concept? Pourquoi les jeunes parlent de renouvellement générationnel? C'est quoi ce renouvellement générationnel? Arsène Conan, ce concept-là, qu'est-ce qu'on met dedans? Écoutez, de tout le temps, il y a toujours eu, on va dire, le conflit des générations. Les jeunes qui pensent qu'ils ont suffisamment été jeunes et donc doivent maintenant jouer les premiers rôles parce que quand même, ils ont acquis une certaine maturité. Les anciens qui croient que les jeunes sont éternellement jeunes, donc ils ne peuvent pas assumer les premiers rôles. C'est la même chose qui se transpose, on va dire, dans l'échiquier politique, sur la scène politique. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a dans les partis politiques des présidents de jeunes qui ont quasiment l'âge de la retraite. Et c'est clair qu'à un moment donné, avec l'évolution de la société, avec l'ouverture sur le monde grâce aux médias, les jeunes ont envie de jouer les premiers rôles. Et donc, c'est normal que les jeunes poussent pour pouvoir donc occuper les premiers rôles dans les partis politiques. Parce qu'on sait que la mobilisation, le travail sur le terrain au quotidien est laissé aux jeunes. Les jeunes n'ont plus envie de jouer le simple rôle de poseur d'affiches ou de placeur de bâches ou de chaises. Ils ont envie de jouer les premiers rôles parce qu'ils ont des capacités, ils ont des connaissances, ils ont des niveaux intellectuels assez poussés et c'est de bonne guerre, j'allais dire. Après, les jeunes doivent pouvoir comprendre que, voilà, le tout n'est pas de lancer des slogans, voilà. Il faut pouvoir donner des gages de ce qu'on est prêt. On est prêt, ça veut dire qu'on prend des initiatives et voilà, on n'est pas là tout le temps en train de se gratter la tête derrière le vieux père, voilà ton petit, mais si tu le fais tout le temps dans le parti et que tu ne proposes pas des choses, tu ne prends pas d'initiative, on te considère toujours comme le bon petit dans le parti. Et donc aujourd'hui, les jeunes ont un grand rôle à jouer. N'oublions pas que près de 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Ça veut dire que l'électorat, la grande base même de l'électorat ivoirien, ce sont les jeunes. Et donc, il y a que les jeunes doivent faire leurs preuves, donc en générant des initiatives dans leur parti, mais aussi en mobilisant les autres jeunes. Parce que très souvent, on va dire l'ennemi des jeunes, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes ont du mal à pousser donc, d'autres jeunes qui essaient d'émerger. Voilà. Magloire a su la même préoccupation. Pourquoi il faut faire de la place aux jeunes en politique? Pourquoi? Bon, peut-être ça peut choquer, mais je dis en politique, il n'y a pas de place à faire à quelqu'un. Il n'y a pas de place, il y a juste des places à prendre. C'est aussi simple que ça. La politique, c'est un engagement. C'est un engagement. Ce n'est pas l'administration publique pour dire on va recruter, on met les gens à tel poste. La politique implique un engagement. Et l'engagement peut être couronné, s'il le faut, par des postes, par des positionnements, ça et là. Mais fondamentalement, on ne fait pas la politique pour devenir DG de quelque chose. On fait pas la politique. Ce n'est pas essentiellement ça. Donc, bon, je vois le slogan, c'est bien. Il faut faire de la place aux jeunes, mais je dis c'est aux jeunes de se battre et de mériter. Quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, les jeunes se sont imposés. La plupart des ministres que nous avons connus après les indépendances, la moyenne c'était 32 ans. Le président Bédié est devenu ministre de l'économie. J'allais dire le premier Africain noir à occuper le poste de ministre de l'économie, il avait 32 ans.
Le ministre de la Défense, Jean-Kouna Bani, il était dans la trentaine. Les ministres de l'Éducation nationale, 32-35 ans, qui se sont imposés. C'est eux qui ont construit cette Côte d'Ivoire. Après, on doit se poser la question, pourquoi à un moment donné, les jeunes ne sont plus là où il faut? Donc, c'est vrai, il y a des Est-ce qu'on ne contraintes. peut pas vous répondre aussi que le pays venait de se créer et que c'était les premiers diplômés et donc le marché n'était pas aussi concurrentiel? La Côte d'Ivoire venait d'accéder à l'indépendance, c'était les premiers cadres formés, ils étaient tout jeunes. Donc, le champ était ouvert. Il n'y avait pas une classe importante de personnes adultes qui pouvaient occuper tous ces postes parce qu'il y avait énormément de postes et il y avait peu d'appelés. Oui, mais donc ça voudrait dire quoi? Si aujourd'hui, la grande masse, aujourd'hui, il y a eu l'accumulation avec les crises que nous avons connues. Vous avez des gens d'un certain âge qui n'ont pas eu l'opportunité de diriger parce qu'il y a eu tellement de crises. Donc, on a l'accumulation au fur et à mesure qui se retrouve là. Ça voudrait dire que maintenant, c'est plusieurs générations qui se sont accumulées. Il n'y a pas de favoritisme là maintenant. C'est plusieurs générations qui sont accumulées. À chacun de se battre pour trouver sa place. Je pense que si aujourd'hui, il y a des postes de responsabilité pour lesquels on est convaincu qu'un jeune mérite, je pense qu'il n'y a pas lieu d'hésiter. Pour moi, ça ne doit pas être une question d'âge, mais une question de compétence et de capacité. De se dire, il est jeune, mais est-ce qu'il peut? S'il peut, donnons-lui la possibilité. Mais est-ce que, comme pour les femmes, on sait qu'elles aussi, elles sont partie intégrante de la société ivoirienne, notamment le Parlement, a pris des décisions, des lois pour favoriser. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer cette règle aussi à des jeunes? Des systèmes de quotas, de favoritisme, pour permettre aux jeunes d'être présents. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, plus de 70% de la population ivoirienne a moins de 35%. Et il est difficile d'accepter que la plupart des postes de responsabilité ou d'administration soient occupés par des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, il y a aussi, c'est difficile. Oui, je suis d'accord. Bon, j'ai été partisan de ce combat. On a même écrit un document, le pari des générations, 25%, pour que 25% de jeunes soient nommés à des postes de responsabilité et tout. Mais je reviens toujours. C'est vrai, je suis pour que les jeunes soient nommés. Il n'y a aucun souci. Je suis pour que les jeunes prennent de plus en plus. La loi nous permet d'être député à 25 ans. Oui. Mais combien le peuvent? Il y a des conditions. Il y a des conditions. La politique, pour les postes électifs, ça coûte beaucoup de ressources, ça coûte beaucoup de moyens de faire le travail sur le terrain, ainsi de suite. C'est vrai, il y a ces questions d'ordre social qu'il va falloir régler, mais je dis, il y a d'autres facteurs qu'il va falloir prendre en compte. La volonté des jeunes eux-mêmes à occuper les espaces. Au niveau des mairies, ça a à peine 25 ans aussi. J'encourage les jeunes à le faire, à s'engager de plus en plus. On ne peut donner qu'à celui qui peut qu'on voit. Après, pour les nominations, en tout cas avec le ministre de la Jeunesse, nous avons beaucoup travaillé sur ces questions. Beaucoup plus de lumière sur les jeunes. Ça aussi, ça manque. Beaucoup de lumière, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait suffisamment de promotion. Là, ce que nous faisons, c'est des opportunités de visibilité, de mise en lumière des jeunes qui peuvent le faire. On a vu, l'autre a été nommé à 32 ans pour finir, le ministre Abdraman Cissé, mais parce que suffisamment, il avait cette visibilité dans certains milieux qui donnait la garantie qui pouvait le faire. Il n'était pas militant en ce moment d'un parti politique. Donc, s'il y a suffisamment d'espace qui donne de la visibilité, de capacité aux jeunes, je pense que les choses vont se faire naturellement. Alors, Arsène Konar, comment dans des partis politiques, les jeunes peuvent arriver à faire entendre leur voix quand on sait que très souvent, les présidents des partis, les instances de décision des partis politiques sont détenus par des personnes non jeunes? Bon, il faut dire que moi, je n'ai jamais été militant d'un parti politique, mais j'ai la chance quand même de côtoyer des amis qui sont vraiment dans le militantisme vraiment très, très poussé. Et donc, je pense qu'il faut d'abord avoir une vision, soi-même en tant que jeune. J'intègre un parti politique, je ne suis pas là juste pour placer des chaises, poser des affiches ou placer des bâches, mais je veux jouer les premiers rôles au sein de ma formation politique. Alors, il y a des instances. Et des instances, très souvent, pour accéder à ces instances, ce n'est pas extraordinaire, mais il faut oser. Le jeune, par exemple, dans des partis politiques, pour ce que je sais, il y a quand même un certain niveau de cotisation qu'il faut pouvoir faire. Comme je sais mon projet politique à moi, je vais trouver les ressources pour pouvoir donc payer le niveau de cotisation qui me donne droit, par exemple, à telle instance du parti. Ce n'est pas chose aisée, mais dans la vie, qui va aller loin, ménage sa monture. Je vais faire comme je peux. Je paye, par exemple, ça, mon niveau de cotisation.
Et là, automatiquement, j'ai droit à certaines instances du parti. À partir de là, je commence à faire des propositions. Parce que ce n'est pas en restant dans la masse, on va m'identifier. Je fais des propositions concrètes. Je suis actif. Très souvent, nos anciens qui sont dans les partis, ils ont tellement de choses à faire qu'ils ont besoin de jeunes loups à leur côté. Et c'est comme ça qu'on fait ces classes. Et à un moment donné, on devient quelqu'un aussi dans le parti. Moi, j'ai vu des images où, par exemple, l'ancien président américain, Obama, il tenait la veste de Bill Clinton. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il était le jeune loup qui était quand même à côté du boss, qui a fait ses classes. Et à un moment donné, on a vu qu'il était quand même très bon, qu'il avait peut-être de bonnes initiatives, et on l'a propulsé ou s'est imposé de lui-même. Parce qu'il faut pouvoir s'imposer de soi-même. Il y a des initiatives quand tu es bon, à un moment donné, voilà, on ne peut pas se passer de toi. Et ça, parfois, beaucoup de jeunes pensent qu'à un moment donné, les anciens décideront de leur passer le témoin. Non, il n'y a pas de témoin à passer. Il y a des places à prendre, comme Magloire l'a dit si bien. Mais pour prendre ces places, ça ne se décrète pas. C'est comment est-ce que moi-même, j'ai ma stratégie pour y accéder. Voilà, on a plein d'amis qui ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, mais aujourd'hui, on réussit à se hisser à un niveau impressionnant dans des formations politiques importantes dans ce pays. Et donc, après, on ne perd rien à se rapprocher de ces jeunes qui ont déjà réussi leur intégration dans un parti politique pour comprendre comment ils sont arrivés et essayer de faire comme eux. Est-ce que vous êtes favorable au système de quotas ou bien au système de favoritisme en termes de quotas des jeunes dans les nominations, des postes de nomination qui sont parfois pris? Est-ce qu'il faut regarder ça de près selon vous? Il faut en tenir compte? Je vais être honnête avec vous. Je dirais oui et non. Oui, parce que si ça peut faciliter les choses, je ne serai pas celui qui va aller contre ça. Mais non, parce que pour moi, il ne faut pas créer des fainéants. Il faut que le jeune démontre qu'il a des capacités. Et quand il démontre qu'il a des capacités, il s'impose de lui-même. Voilà. Et donc, pour moi, les quotas, oui. Mais après, on a l'impression qu'on ne doit rien faire pour mériter des postes, pour mériter un positionnement. Et ça, c'est un gros problème. Voilà. Quand je parle de jeunes, je parle aussi bien du sexe masculin que du sexe féminin. Oui, hein. Oui, et quand moi je parle aussi bien du sexe masculin que féminin. Voilà. Ouais. On veut une chose et après, on veut en même temps son contraire. Voilà. On veut être respecté. On veut jouer les premiers rôles. Mais en même temps, on ne veut pas se responsabiliser. On veut toujours avoir un parrain politique. On veut toujours être le bon petit de quelqu'un. Si tu es son petit, tu es son petit, puisque lui, il est encore là. Oui. Merci beaucoup. On a assisté récemment au retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Retour qui a permis à l'ancien chef de l'État de rencontrer l'ancien président Henri Konan Bédié. Et là, également rencontrer le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. D'abord, qu'est-ce que ce retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire vous inspire? Ça, c'est ma première question. Arsène Konan. J'allais dire que ce retour, pas le retour de la personne, mais ces événements qui, depuis quand même, on va dire, novembre 2020, depuis la rencontre de l'ancien président Henri Konan Bédié et l'actuel chef d'État, ont commencé à décrisper d'une certaine manière l'atmosphère sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, le retour donc, de l'ancien président Laurent Gbagbo et sa rencontre dans la foulée avec l'actuel chef d'État pour nous contribue à donc, pacifier davantage l'espace sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et pour nous, quand on regarde cela, on se dit la paix est possible. La paix est possible parce que quand on sait tout ce qui est passif qui a mis en scène ces deux acteurs importants, ces deux mastodontes de la politique en Côte d'Ivoire, et qu'ils arrivent à surmonter cela, à prendre de la hauteur et se rencontrer dans une atmosphère aussi fraternelle, conviviale. Nous disons que oui, il y a des leviers en Côte d'Ivoire sur lesquels on peut jouer pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est pas forcément oublier ce qui s'est passé, mais tirer la leçon, pardonner là où il faut pardonner, et puis regarder vers l'avenir. Tout compte fait, on est condamné à vivre ensemble parce que nous sommes de ce pays. Et ça devrait pouvoir inspirer au niveau des communautés. C'est vrai, les communautés savent se retrouver, mais comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup trop de ricochets, beaucoup trop de matchs retour auxquels on rêve. Et c'est clair que quand on pense toujours au ricochet, au match retour, on s'engage dans une spirale de crise sans fin. À un moment donné, voilà, il faut pouvoir accepter ce qui s'est passé,
tirer les leçons, pardonner et puis aller de l'avant parce que demain sera meilleur si on sait prendre la hauteur d'esprit. C'est vrai, on n'est pas dupe. Une simple rencontre ne fait pas la paix, mais c'est déjà une bonne étape et au sein donc des états-majors politiques, il faut pouvoir capitaliser là-dessus. Et pour nous, il faut pouvoir faire aussi de la pédagogie au niveau des différents sympathisants, militants, des différents bords pour que chacun s'inscrive résolument dans cette nouvelle dynamique. Parce que les leaders ont beau se retrouver, ont beau faire la paix, ont beau faire la fête ensemble, mais mon comportement de tous les jours dans mon quartier, dans ma communauté, peut encore envenimer la situation. Magloire, sur la même question, vous en tant que jeune, est-ce que ça impacte sur votre agenda? Déjà, peut-être c'est de rappeler que Laurent Gbagbo est en procès. Il est en procès à la CPI. Et s'il est revenu, ça veut dire qu'il a été acquitté. C'est ce qu'on a tous vu. Acquitté, ça voudrait dire que la justice dit que les preuves d'accusation contre lui ne sont pas suffisantes. Et moi, cela m'inspire une chose que nous ne faisons pas souvent en Côte d'Ivoire. La réconciliation est un processus et un but en même temps. Donc c'est un processus parce que c'est plusieurs éléments quand on met ensemble pour aller vers quelque chose. Il y a 4 choses à prendre en compte qu'ils n'ont pas encore fait. La réconciliation implique la justice, la recherche de la vérité, la cicatrisation et la réparation. Si nous sommes allés à un procès, et il y a plusieurs procès qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, il y a lieu de rechercher les causes. Il y a lieu de rechercher les raisons fondamentales qu'ils n'ont pas encore fait. Donc Laurent Gbagbo est venu, mais quelle est la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? De sorte que je ne dis pas qu'on doit aller de procès en procès, mais il va falloir rechercher cette vérité-là pour ne plus qu'on retombe dans les mêmes choses. Pour moi, le retour de Laurent Gbagbo, c'est ça que ça m'inspire d'abord. De rechercher les raisons. Parce qu'il a été acquitté, ça veut dire qu'il va falloir chercher encore des raisons ailleurs, ou les causes qui ont entraîné dans toute cette situation. On ne dirait pas, personne n'a fait quelque chose, puisque quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir qu'on recherche. C'est à cela que la réconciliation sera possible. Quand les responsabilités seront situées de tous les camps, que ce soit le camp à gauche, à droite, en haut, en bas, il va falloir situer les responsabilités, tirer en ce moment les réparations pourront être faites pour ne plus qu'on retombe. Moi, ça m'inquiète. En tant que jeune, ça m'inquiète, toutes ces situations. On a l'impression que rien ne s'était passé. Dans tous les camps, rien ne s'était passé, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas. Jusque-là, on ne sait pas ce qui s'est passé et pourquoi la Côte d'Ivoire a vécu ça. Et puis voilà, on fait les photos, on se retrouve, excusez-moi, on blablate un peu. Mais non, il y a des questions profondes qu'il va falloir régler. Et c'est en cela que le retour de Laurent Gbagbo doit nous permettre d'analyser aussi en profondeur. La Côte d'Ivoire a connu aussi des attaques récemment dans sa partie nord, des attaques terroristes. Et ces événements ont quand même créé l'effroi au sein des populations de façon générale. Vous qui êtes des jeunes, Magloire, ces attaques terroristes au nord de la Côte d'Ivoire, après Bassam dans le passé, qu'est-ce que ça vous fait? Et quel est votre état d'esprit par rapport donc à ces attaques-là? C'est très inquiétant. On a vu les derniers rapports qui sont sortis. Il y a des terreaux fertiles qui, si on y prend garde, on risque de connaître encore le pire. Les rapports indiquent qu'il y a des facteurs comme la pauvreté, l'absence de l'État dans certaines localités, notamment au nord. L'absence de l'État entraîne donc l'occupation, comme on dit, la nature aurait du vide. Donc je pense qu'il y a lieu de travailler véritablement à reconstruire donc, les conditions de vie des populations. L'un des rapports indiquait qu'il y a des terroristes qui font des promesses de 500 000. De 500 000 francs, et avec des engins une moto, roulants. Oui. Et puis bon voilà, les gens acceptent. Ça montre à quel niveau nous sommes. Si nous pouvons pour 500 000 accepter le commerce de la mort, ça pose un réel problème. Et ce sont des jeunes. Ils sont des jeunes. Donc je dis, il faut que l'État et toute la société prennent conscience que la menace est réelle. Et il y a ce travail à faire, non seulement d'éducation, mais il va falloir restaurer l'autorité de l'État dans toutes ces localités et la présence de l'État. Parce que comme le rapport le dit, c'est l'absence de l'État dans certaines localités qui entraîne toutes ces situations. Et puis les crises sociales, puisque si vous prenez la région de Bouna, les rapports indiquent qu'il y a des conflits entre les paysans, tout ça, qui sont des prétextes très souvent à l'entrée de ce mouvement terroriste. Arsène Konan, sur la même préoccupation, ces attaques au nord du pays, ces attaques terroristes, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, déjà, c'est inquiétant parce que ça pose quand même un défi sécuritaire et on va dire communautaire.
parce que là, au niveau sécuritaire, il y a forcément des menaces. Et au niveau communautaire, certaines communautés commencent déjà à se regarder en champ de faïence. Et donc, c'est clair que, quelque part, il va sans dire que, il y a quand même des choses à faire. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut pouvoir travailler sur les capacités de résilience des populations. Parce que, oui, accepter 500 000 francs, une moto pour s'engager dans cette aventure, ça en dit long sur, par exemple, on va dire, les capacités ou les conditions de vie socio-économique des populations, des communautés. Et puis, il faut pouvoir comprendre qu'on ne va pas arriver à bout de ce phénomène-là seulement que par l'aspect sécuritaire. Mais il faut pouvoir travailler avec les communautés déjà pour que ces communautés se sentent intégrées davantage à la nation ivoirienne. Il faut pouvoir regarder les questions qui touchent à la vie au quotidien dans ces communautés. Quand on parle de l'absence de l'État est partout. Mais il y a, par exemple, des éléments assez symboliques, par exemple, qui ne sont pas. Si dans une localité donnée, les gens n'ont pas accès, par exemple, à l'école, n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas accès, parfois même dans ces localités frontalières, c'est le réseau téléphonique des pays limitrophes qui est accessible. Donc, voilà, façon de dire que moi, quand je suis dans cette localité, je me sens pas véritablement en Côte d'Ivoire, alors que je suis encore sur le territoire ivoirien. Donc, ce sont des éléments assez concrets sur lesquels il faut pouvoir travailler. Il y a encore toutes ces questions de cohésion sociale, de conflits entre communautés qui n'ont pas été suffisamment soldées et qui font que certaines communautés peuvent penser avoir des alliés en travaillant, en collaborant avec d'autres forces qui promeuvent, par exemple, l'extrémisme violent. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir adresser et le faire, parce qu'aujourd'hui, peut-être que le lien n'est pas forcément directement inscrit avec les crises qu'on a connues, mais dans une certaine mesure, quand un pays est tout le temps en crise, il y a des secteurs de la vie qui sont délaissés. Et c'est clair qu'il faut pouvoir tirer les conséquences de nos différentes crises et voir l'impact que ces crises ont pu avoir sur la vie au quotidien de nos populations et pouvoir adresser cela, parce qu'auquel cas, on va continuer davantage à créer un terrain qui sera favorable à l'implantation, on va dire, de l'extrémisme violent, par exemple. Et bon, nous sommes dans un contexte global et les pays limitrophes, notamment au nord de la Côte d'Ivoire, connaissent déjà des défis à ce niveau. Et c'est clair que si, à nos frontières, nous aussi, on crée ces conditions, voilà, le phénomène va s'implanter durablement dans notre pays et ça ne sera pas du tout facile à gérer. La ministre de l'Éducation nationale a lancé récemment les États généraux de l'école. Qu'est-ce qui vous inspire l'école ivoirienne? Quels mots vous pouvez en dire sur l'école? Comment se porte cette école aujourd'hui, Arsène Konan? Écoutez, nous, on n'est pas forcément, on va dire, des pédagogues. Donc, non, c'est votre regard de jeune. Hein. Voilà. Mais il faut dire que l'école ivoirienne, depuis quelques années, quelques décennies, n'a vraiment pas bonne presse. Et je pense que des classements ou des rapports internationaux, quand même, sont venus étayer ce fait que voilà, le niveau de l'école ivoirienne n'est plus ce que c'était dans le passé. Alors, des États généraux, oui, mais voilà, nous, on est un peu sceptiques parce que je pense que de telles initiatives, il y en a déjà eu au niveau de l'école, mais aussi dans d'autres secteurs en Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien de faire un tel événement, demander l'avis des gens, mais après, il ne faut pas que la montagne accouche d'une souris. Il faut pouvoir sortir de là avec des recommandations concrètes, des plans d'action, des choses qui pourront être mises en œuvre à court, moyen et long terme pour que devant, on puisse voir les résultats. Et les résultats, c'est l'amélioration du niveau des élèves, des étudiants. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un étudiant même capable de vous écrire, en tout cas, un test de 3 phrases sans faute. Voilà, parce qu'il y a ce niveau-là qui s'est vraiment effrité. Après, bon, ce qui se dit dans la communauté, c'est qu'on a tendance dans nos pays à importer des systèmes scolaires sans forcément adapter à nos contextes. Voilà. Parfois, le personnel éducatif n'est pas forcément suffisamment sensibilisé à ces systèmes-là et on a l'impression que, nous, on aime bien être des terrains d'essai pour des systèmes qui n'ont pas prospéré sous d'autres cieux. Et parfois, il faut pouvoir rester sur ces fondamentaux si c'est ce qui nous permet d'avancer.
Magloire dit sur la même question, l'école, il faut la toiletter. Absolument. Je pense que c'est une exigence, on ne peut plus échapper. Et les états généraux, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Après, en entendant les résultats des états généraux, il y a des questions qu'on sait déjà. Il y a des préoccupations qui sont connues. Pour moi, il y a une urgence dans le recrutement des enseignants. Il y a une urgence de réforme dans le recrutement des enseignants. Aujourd'hui, nous recrutons des enseignants avec le niveau 3e. Le niveau 3e. Je pense que c'est problématique. Quand on regarde le niveau des élèves de 3e et dit que ceux-là seront des enseignants, ça pose problème. Par rapport à cette préoccupation, c'est qu'on dit niveau 3e, mais c'est des gens qui ont des licences, qui ont le bac, qui viennent présenter. En fait, c'est le diplôme qu'ils veulent payer, pas forcément. Je vais dire que le gars est limité à 3e. Oui. Il peut être étudiant, il peut avoir une licence, il peut avoir son bac, mais il va être payé comme quelqu'un de 3e. Il y a un défi économique. Oui, aussi, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup, dans la grande majorité, c'est des gens qui... Oui, parce qu'on leur demande le BPC. Oui. Mais ils ont le bac pour beaucoup d'entre eux. Oui, bien sûr. Mais je veux dire... Donc, déjà, ça pose un problème. Malgré ça, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Oui, après, il y a la formation. On a vu récemment, on a recruté des bénévoles, on a recruté des jeunes, 2 mois de formation, 2 mois, 3 mois de formation. Et les informations qui revenaient, ce n'étaient pas des formations assez exigeantes. Je dis, ça pose un problème. Donc moi, il faut réformer déjà en urgence, en entendant même les états généraux, les conditions de recrutement. Quand nous recrutons, même si on prend le niveau 3e, ils sont payés à combien? Moi, je vais très souvent à l'intérieur du pays. Vous prenez des écoles, des enseignants qui sont dans des villages, qui n'ont pas le minimum. Quand tu travailles dans de telles conditions, quel résultat on peut attendre d'un tel enseignant? Et quand on regarde le niveau de formation de ces instituteurs, ça pose problème. Donc, il y a des urgences à faire parce que l'école est le fondement de la République. En tout cas, si nous avons choisi la République, l'école est aujourd'hui l'instrument d'éducation de notre pays. Si nous avons raté, tout le reste ne sert à rien. Donc, il faut réformer l'école le plus tôt possible. Et pour terminer, on dit au-delà de l'instruction, j'allais dire, scolaire que l'école a pour mission, il va falloir intégrer des nouvelles thématiques pour moi dans l'école, comme l'éducation civique. Il faut revenir à l'éducation civique au sens vrai. Pas des petits trucs juste pour avoir des notes, mais vraiment l'éducation civique, l'intégrer à nouveau dans l'école. L'éducation aux médias, à l'information. Aujourd'hui, comment consommer l'information? C'est tout un programme. Dans d'autres étapes, pour moi, les réformes doivent pouvoir intégrer ces 3 dimensions. Donc, la réforme des conditions de recrutement et de formation des enseignants, l'intégration donc de l'éducation aux médias et à l'information, et puis l'éducation civique et politique. Il va falloir intégrer ça dans l'école. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y en a qui ont souhaité que ces réflexions s'étendent même au niveau du supérieur, parce que là-bas aussi, paraît-il qu'il y a beaucoup de soucis. C'est mon avis. Oui. Et c'est vrai que ça a été l'initiative de Madame la ministre de l'Éducation nationale. C'est une très bonne chose. J'aurais souhaité que ça soit étendu. Même, on a le ministère de l'enseignement technique oui. Et le ministère de l'enseignement supérieur. Pour moi, ça aurait pu être un programme global. Parce que même si nous réformons par le bas, il faut qu'il sorte quelque part. Là-bas, rien n'est prévu. La réforme ne sera pas faite. On aura été boiteux. Donc, moi, peut-être, ça peut être rattrapé. Bon, peut-être qu'ils nous entendent de dire, peut-être, essayons d'ouvrir la réflexion des états généraux de l'éducation à plusieurs ministères. Et même, il y a certains ministères, comme le ministère de la Jeunesse, qui ont des pans d'éducation. Quand on regarde les attributions, ils ont des pans d'éducation, notamment au niveau du civisme, par exemple. Dernière préoccupation, là, c'est la question de l'employabilité des jeunes. De plus en plus, ils sont formés, ils n'ont pas de métier, ils ont des diplômes, ils n'ont pas de métier. Parfois aussi, on leur dénie leurs valeurs sur la base de leur diplôme. Comment ils peuvent faire pour pouvoir travailler? Parce qu'un jeune qui est formé, qui ne travaille pas, c'est aussi une difficulté. Bon. Hassan Kona. Alors, je pense que déjà, le jeune, il doit chercher par tous les moyens à se former. Et aujourd'hui, on a plus que jamais la possibilité de faire des certificats en dehors de la formation, on va dire, académique, initiale qu'on a pu avoir, de faire des certificats, parfois de faire des stages, de faire du bénévolat. Et c'est seulement à ces conditions qu'on arrive à se capaciter. Parce qu'aujourd'hui, les diplômés en Côte d'Ivoire, il y en a une pléthore. Voilà, tous les niveaux que vous voulez en Côte d'Ivoire, il y en a. Et qu'est-ce qui fera la différence? C'est la capacité de l'individu à faire davantage que les autres. Voilà. Donc, il faut pouvoir se capaciter soi-même sur le terrain par des expériences concrètes, par des stages, par des certificats, par du bénévolat dans la société civile, dans d'autres organisations et plein de choses comme ça. Après, un autre élément aussi, je pense que
peut-être qu'il faut pouvoir revoir ça. J'espère que ça sera pris en compte dans, on va dire, dans les états généraux de l'éducation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est formé juste à être, on va dire, des littéraires. Quand je dis des littéraires, ça veut dire que c'est une formation théorique, on est là, et quand on finit nos études, on n'a pas de savoir-faire. Pour moi, autant depuis carrément l'école primaire, on fait par exemple du sport sans forcément aspirer à devenir des sportifs de haut niveau, autant les métiers devaient être plus ou moins choisis depuis l'école primaire. Et si je choisis par exemple un métier, par exemple la maçonnerie, depuis l'école primaire, et qu'il y a dans les établissements des temps qui sont aménagés, tout de l'école primaire jusqu'au lycée ou en terminale, j'ai quand même un savoir-faire en termes de maçonnerie. Et en attendant, si à la fin de mes études, je n'arrive pas à m'inscrire dans le tissu, on va dire, socio-économique formel, j'ai quand même un métier qui peut me permettre de vivre. Il y a une pléthore de métiers qu'on peut développer. Et ça manque. Aujourd'hui, on sort tous de l'école et on ne sait rien faire. On espère pouvoir donc entrer à la fonction publique qui ne peut pas absorber tout ce monde. Et on espère pouvoir entrer dans le privé qui ne peut pas absorber tout ce monde. Et en même temps, quand il y a des opportunités, parce qu'on n'a rien appris, on n'est pas compétitif. En entreprise, ce n'est pas du social. Voilà, ce n'est pas du social. On a besoin de personnes qui peuvent donc apporter une valeur ajoutée. Mais le temps d'avoir toutes ces opportunités, si j'avais un savoir-faire, je pouvais déjà m'installer à mon propre compte, être entrepreneur en bâtiment ou d'autres choses parce que je connais le bâtiment, être un ébéniste parce que j'ai appris l'ébénisterie depuis l'école primaire, je suis monté. Voilà, plein de métiers qu'on peut avoir. Et pour moi, ce sont des éléments qu'on doit pouvoir intégrer dès le départ. Autant on doit faire, par exemple, de l'éducation politique et civique depuis l'école primaire, par exemple, autant on doit pouvoir initier l'Ivoirien au métier depuis l'école primaire. Et pour nous, en le faisant, quand on sort, on fera moins de chômeurs. Parce que si je n'arrive pas à m'intégrer dans un emploi salarié, formel et tout ça, je peux au moins créer mon petit business parce que j'ai déjà des aptitudes. Magloire André, sur la même préoccupation, comment arriver à accompagner les jeunes à se faire une place au soleil? Je commence un peu par le haut. Il y a une réalité qu'il va falloir qu'on admette en Côte d'Ivoire, c'est que notamment au niveau de l'enseignement supérieur, il va falloir dire la vérité et ça c'est le rôle de l'État de le faire, notamment pour les universités. On ne va pas dans une université pour apprendre un métier. L'université n'a pas pour vocation de nous apprendre un métier. L'université, on va pour apprendre un savoir sur des méthodes, sur des approches. L'université ne nous forme pas à un métier. Quand on va apprendre un métier, on va dans des écoles techniques, des écoles professionnelles. Donc, cela voudrait dire quoi? Qu'il va falloir réduire peut-être le nombre d'affectés dans les universités. Parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup de bacheliers sont orientés dans les universités. Et puis après, on se dit qu'ils sont au chômage. Parce que quand vous sortez d'une filière de l'université, ça ne vous donne pas, en dehors de la médecine, ça ne vous donne pas automatiquement accès à un emploi. Donc il va falloir circonscrire cette réalité. Du coup, développer les filières techniques et professionnelles. De sorte qu'il y ait une grande partie. Moi, j'ai fait l'université, mais la formation que j'ai faite à l'université ne me permettait pas d'avoir un emploi. Donc, je suis parti faire une formation technique et professionnelle dans une grande école qui me permettait d'avoir une technicité sur un métier précis. Donc, il va falloir renforcer l'enseignement technique et professionnel. Cela implique des réformes. Parce que quand vous prenez même les maquettes de certaines formations techniques et professionnelles, ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Donc, on forme des gens dont les entreprises n'en ont pas besoin. Donc, il va falloir réformer cela. Sinon, les gens seront toujours au chômage. On crée une entreprise, on a besoin de salariés qui connaissent le travail. Mais si c'est l'employeur qui doit venir former à nouveau quelqu'un qui recrute parce que l'école où il était n'a pas donné suffisamment les compétences qu'il faut, bien entendu, ils ne seront pas recrutés. Donc, il va falloir, l'État, je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une annonce qu'il y a une réforme des contenus des programmes de formation dans les écoles techniques qui vont permettre de les adapter aux besoins des entreprises. Troisième élément, c'est de renforcer donc l'employabilité. L'employabilité peut se renforcer à deux niveaux. De manière personnelle et individuelle, et cela je recommande, j'ai fait mon mémoire de master sur cette question, la vie associative est un instrument d'employabilité. En tout cas, personnellement, j'en suis l'exemple. Je n'ai pas fait de stage en tant que tel dans des entreprises. Mon engagement associatif m'a permis d'apprendre à rédiger un rapport
m'apprendre à parler en public, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il va falloir encourager les jeunes dans leur engagement. Ça permet de renforcer l'employabilité, mais aussi on peut renforcer l'employabilité à travers d'autres dispositifs que l'État a mis en place. Vous savez qu'au ministère de la Jeunesse, au ministère des Femmes, il y a des dispositifs pour renforcer l'employabilité des jeunes. Donc il va falloir communiquer suffisamment parce que beaucoup ne le savent pas, surtout à l'intérieur du pays. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des dispositifs qui leur permettent de faire des formations de 2 semaines, de 3 semaines, qui permettent de développer leur capacité. Ça va donner plus de chance à cela. Et puis, dernière chose, ceux qui n'ont pas la possibilité de devenir travailleurs dans une entreprise, qui ont envie de créer une entreprise, là, en ce moment, j'appelle l'État. Il faut qu'on fasse des réformes parce qu'entreprendre en Côte d'Ivoire, de manière légale, c'est difficile. Il y a trop de contraintes, trop de barrières, trop de difficultés qui n'encouragent pas l'entrepreneuriat des jeunes. C'est vrai, on fait beaucoup de publicité, mais au fond, moi-même, je vis des expériences en ce moment parce qu'il y a des initiatives entrepreneuriales. Il est difficile d'entreprendre parce que les règles, les conditions, et j'interpelle la CPC avec quelques difficultés pour déclarer une entreprise. On nous avait dit 48 heures, mais je peux vous dire aujourd'hui, il y a des amis, ça fait plus d'un an, ils n'ont pas encore pu avoir les agréments parce que c'est compliqué. Donc, il faut que l'État travaille aussi à ce niveau pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. J'avais sur le plateau aujourd'hui Magloire Ndei, passe président du Centre d'éducation pour une société durable, et Arsène Kona, coordonnateur des programmes Indigo Côte d'Ivoire. Avec eux, nous avons débattu du thème « Quelle implication des jeunes dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ». Merci d'avoir effectué le déplacement ici, et puis on va vous souhaiter un bon retour chez vous. À très très bientôt. Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Les grands débats. Radio de la paix. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.